Bonjour et bienvenue à la 4e saison de Hockey le Magazine. Ici Denis Gauthier, je suis accompagné encore cette saison de mon collègue Jasmin Leroux. Jasmin, encore beaucoup de matériel à faire découvrir cette saison. Oui, vous allez entre autres découvrir le Rocket de Laval et les Canadiennes de Montréal. On aura également le traditionnel segment Parcours vers le hockey mineur qui revient pour une autre saison. On va aussi parler avec Ève Crépeau et Sylvain Guimond, comme ça avait été le cas la saison dernière. Bref, on va en découvrir encore beaucoup cette saison. Et moi, je vous reviens encore cette année avec les capsules équipement et aussi les chroniques sur la glace avec les entraîneurs de l'Académie de hockey Joël Bouchard. Bien, ça, c'est pour la saison, mais déjà pour la première émission, il y en a beaucoup aussi sur le planning. Absolument, on va s'entretenir avec David Perron. On va également s'entretenir avec le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard, et une capsule avec Sylvain Guimond également. Super, bonne saison! Hockey le Magazine, en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec. On est cette semaine en compagnie de M. Paul Ménard, directeur général de Hockey Québec, qu'on retrouve encore une fois cette saison. M. Ménard, je vous rencontre aujourd'hui dans le cadre de la journée de perfectionnement des entraîneurs. C'est un nouveau terme qu'on a cette année. C'est une journée où vraiment on veut faire bénéficier l'expérience des entraîneurs de plus haut calibre aux entraîneurs de la structure et de la relève. Parlez-moi de comment c'est né cette journée-là. Comme vous savez, dans notre plan stratégique, la collaboration avec les équipes, c'est-à-dire la Ligue Midget 3A et la Ligue de hockey junior majeur du Québec, était un élément important pour nous. Et au printemps dernier, lors des rencontres avec la Ligue Midget 3A, est venue l'idée d'avoir un perfectionnement au même moment, la même journée, la même horaire. Donc, aujourd'hui, que vous soyez Bas-Saint-Laurent, que vous soyez en Outaouais, en passant par le nord du Québec, vous avez la même formation. Ouais. Et l'invitation a été faite non seulement aux entraîneurs de premier niveau, la structure intégrée, mais à tous les entraîneurs. Et ça, pour nous, c'était vraiment important, que tous les entraîneurs puissent y participer, que ce soit récréation, compétition, scolaire. Donc, qu'un niveau Midget Espoir ou qu'un niveau Bantam-B, ils reçoivent aujourd'hui la même formation, les mêmes conseils, la même expérience. Exactement. C'est sûr que ça va être appliqué différemment selon le niveau. Mais c'est une opportunité que tous les entraîneurs du Québec ont aujourd'hui. Je vous amène sur un autre point en terminant. Vous avez tenté cette année un projet pilote avec le jeu en espace restreint au niveau du novice. C'est évidemment quelque chose qu'on a beaucoup parlé chez les parents parfois qui ont besoin d'un petit peu de coaching, si on le veut, à ce niveau-là pour comprendre à quel point ça peut être important pour un jeune. Parlez-moi un petit peu de comment c'est né cette idée-là et de qu'est-ce qu'on cherche derrière ça. En fait, c'est le programme Initiation de Hockey Canada. Donc, après ma barre, c'est le programme national au niveau de l'initiation. Donc, nous, étant donné qu'on fait partie de la Fédération nationale, on est aussi avec eux. Et nous, on voit un net avantage. Le hockey est le seul sport auquel ne s'est pas ajusté au groupe d'âge. Si vous allez au soccer, si vous allez au basketball, les autres sports, tout est ajusté selon le groupe d'âge. L'école primaire n'a pas les mêmes grosseurs de bureau qu'à l'école secondaire. Donc, c'est le même principe. Le hockey était le seul sport qui ne s'était pas ajusté au groupe d'âge. Du niveau novice au niveau midget, c'était la même patinoire. C'est la même patinoire, la même chose, les mêmes buts, la même rondelle, le même... Donc, en fait, c'est un ajustement. Tous les connaisseurs vont nous rappeler que c'est en espace restreint qu'un jeune se développe. Et donc, cette année, nous, on a des projets pilotes. On suit ça de très près. On informe les familles, les parents de ce qui s'en vient au niveau du demi-glace et des avantages du demi-glace, comme de raison. Et chaque programme va être suivi. Et, effectivement, on a beaucoup confiance. C'est-à-dire, on a une grande confiance que les parents et que les connaisseurs de hockey vont supporter ce programme-là. Et vous savez, lorsqu'un jeune touche la rondelle beaucoup plus souvent dans un match, bien, vient la notion de plaisir. Oui, exactement. C'est plus motivant aussi. Et pour nous, ça fait partie... Pour accrocher le jeune au hockey, c'est tout le temps des moyens aussi qui peuvent aider, je suppose. Voilà. Ouais. C'est définitivement... La notion de plaisir est importante. Bien, on va vous souhaiter une bonne saison remplie de plaisir au niveau du hockey, hockey Québec. Merci beaucoup, M. Ménard. Merci. Cette semaine, à la question quiz, David Perron a dû faire preuve de beaucoup de patience et de persévérance afin d'atteindre la Ligue nationale. Après avoir évolué dans les catégories Midget B en 2004-2005,
Il a dû se tourner vers la Ligue junior 3A la saison suivante, au cours de laquelle il a été élu le joueur de l'année. Combien de points a-t-il amassé en 51 matchs cette année-là? Est-ce que c'est A, 67, B, 69 ou C, 71? La réponse après la pause. La réponse B. David Perron a été élu joueur de l'année dans la Ligue junior 3A du Québec grâce à une récolte de 69 points en 51 parties dans l'uniforme des Panthères de Saint-Jérôme. Il sera également repêché au premier tour par les Blues en 2007, mais dans la LNH, il a défendu les couleurs de Saint-Louis à 3 reprises, en plus des Oilers, des Pingouins, des Ducks et des Golden Knights. On l'a récemment rencontré dans notre segment Parcours au hockey mineur. Ça a été un peu en dents de scie, je te dirais. J'ai joué dans les hauts niveaux à bas âge, puis après ça, j'ai quelques petites embûches, là, peut-être à partir de Pee-Wee jusqu'à Midget, là, quelques petits problèmes avec le hockey mineur. Certaines personnes m'aimaient moins, puis j'ai réussi à comme traverser ça. J'ai été junior 3 à Saint-Jérôme, puis à partir de là, ça a vraiment déboulé. L'année d'après, j'ai été junior majeur à Lewiston. Une très bonne saison, on a gagné le championnat de la Ligue. Moi aussi, j'ai une très bonne saison individuelle. J'ai été repêché à Saint-Louis en première ronde. Puis, mais j'ai été repêché, dans le fond, à 18 ans, à 19 ans et non à 18 ans, comme la plupart des joueurs, un an plus vieux. Puis après ça, j'ai été à Saint-Louis, j'ai fait l'équipe l'année d'après. Donc, ça a vraiment déboulé quand ça a commencé de mon bord. Dans les années peut-être 13 à 16 ans, là, quand ça allait un petit peu moins bien, il y avait beaucoup d'entraîneurs qui doutaient de mon caractère. J'allais jouer à Montréal l'été, puis je rencontrais des gens, ils pensaient que je jouais junior majeur, j'avais 15 ans. Eux, ils ne savaient pas mon âge, je ne savais rien. Donc, c'est des choses de même là, que quand je retournais à Sherbrooke, puis il y en a qui doutaient de moi, mais quand j'allais jouer à Montréal, ils me demandaient « Tu joues junior majeur, toi? » Puis j'étais là « Ben non, je ne joue pas junior majeur, j'ai 15 ans. » Donc, c'était quand même spécial d'entendre ça, puis c'est là que tu vois que il faut que tu sortes de ton coin des fois pour passer à un autre niveau. Une fois que tu rentres dans la Ligue nationale, tu penses que peut-être la première année ou deux, tu travailles, tu veux t'établir, puis après ça, tu penses que ça va suivre tout seul, mais il faut vraiment que tu continues de mettre les efforts année après année. Là, je pense que la moyenne de carrière, c'est 3-4 ans. Donc, après 10 ans dans la Ligue, là, cette année, c'est sûr que c'est de quoi je suis fier, mais j'espère d'avoir au moins un 4-5 autres saisons encore. J'ai eu des très bons exemples en grandissant dans mon coin en Estrie. Là, Yannick Perrault, Jocelyn Thibault, Sylvain Lefebvre, Robida, Jean-François Labbé. Je pourrais en nommer là, tellement de joueurs du coin qu'on a eu. Les frères Lebeau, tout ça. Donc, j'ai juste des bons exemples, des gars humbles, puis j'essaie de poursuivre un peu qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont établi pour la région de l'Estrie, puis continuer à m'améliorer. Je me souviens, je jouais avec Dan Hinault puis Ryan Johnson, c'est le 4e trio. Deux gars qui des vieux de la vieille un peu dans ce temps-là, des vétérans, puis ils ont tout fait pour essayer de me rendre confortable. On a même marqué un but ce soir-là. J'ai eu ma première passe. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je pense que j'aurais pas été obligé de jouer un autre match dans la Ligue nationale, puis j'aurais réussi à me prouver, à prouver à tous les gens qui ont douté de moi que j'ai été capable de me rendre là. Puis ça fait spécial. Tu sais, j'en ai un peu les frissons en ce moment, juste d'en parler, de 10 ans plus tard, j'étais encore dans cette ligue-là. Je continue de me le prouver, de prouver à plusieurs personnes, puis je veux encore m'améliorer. C'est de croire en toi-même, puis vraiment là, de te surpasser à l'extérieur de la patinoire aussi. Tu peux faire les pratiques, tu peux faire les matchs, penser de t'améliorer, mais quand tu arrives à la maison, est-ce que tu fais de l'extra? Est-ce que tu le fais par toi-même? Il ne faut pas que ce soit tes parents qui te poussent. C'est sûr que les parents peuvent aider, ils sont là pour donner des outils, donner du support à l'enfant s'il a besoin de différentes choses, mais en bout de ligne, c'est vraiment le jeune pour qu'il veuille par lui-même. Puis de nos jours, il y a tellement de sortes de sports, de différentes façons, les médias sociaux, donc il faut vraiment que tu sois focus si tu veux te rendre à faire ce que tu veux dans la vie. Restez avec nous puisqu'après la pause, notre première capsule de la saison avec le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimont qui va nous parler cette semaine de la gestion du stress.
Après avoir parlé de beaucoup de sujets quant à la psychologie sportive la saison dernière, encore cette année, Hockey le Magazine vous offre d'autres aspects de la psychologie sportive avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimont. Merci, Sylvain, d'être avec nous encore cette année. Merci à toi, Jasmin. Ça me fait très plaisir d'être ici. On va effleurer beaucoup de sujets. D'abord, la première capsule, aujourd'hui, on va parler de la gestion du stress. C'est quelque chose, évidemment, qui est omniprésent dans la carrière d'un sportif. Parle-moi d'abord de comment on pourrait définir le stress de façon plus globale. C'est intéressant parce que le stress, une des plus grandes études qu'il y a eu à ce sujet-là, c'est dans les années 40 à l'Université McGill avec Dr. Hans Selye, qui, lui, a déterminé que le stress était ni quelque chose de positif, ni quelque chose de négatif, mais que c'était une réponse à un stimuli extérieur. Donc, soit de façon réelle, je peux faire face à un stress qui est là physiquement et avoir certaines peurs et me sentir stressé par rapport à ça, ou ça peut être quelque chose que je fais à l'intérieur de ma tête. Donc, dans mes pensées, comment je vais réagir à ce qui s'en vient. Souvent, c'est de l'anxiété, d'anticipation dans le monde du sport ou de l'anxiété de performance. L'étude de l'Université McGill m'amène à votre deuxième question. Est-ce que dans le milieu du sport, c'est positif ou négatif, le stress? Vous en avez parlé comme quelque chose qui est difficile à définir, mais pour le sport comme tel. C'est une très bonne question, Jasmin. En fait, c'est la même chose que dans la vie courante. C'est pas positif ni négatif. Ça dépend vraiment comment on va le percevoir. Chez certains athlètes, un niveau de stress, on en veut. Parce que ça nous permet de bien performer. Si on était complètement relax et pas stressé, on ne serait pas capable de performer aussi à un aussi haut niveau. En anglais, on appelle ça des arousal. C'est un endroit où on se sent juste assez stressé, mais sans que ça vienne affecter ma performance. Et ça, chez un athlète, on veut ce niveau-là. Mais on ne veut pas un niveau d'anxiété ou de stress qui ferait en sorte que ça va venir atténuer ma performance. Est-ce que le stress, c'est génétique? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec les années? Comment ça se définit à la base, au début? En partie, oui. En partie, on reçoit une partie de notre héritage au niveau de notre personnalité qui vient 50 de nos parents, 50 de ce qu'on apprend dans la vie. Mais si on est entouré de gens qui sont anxieux, si les commentaires, ça n'aidera pas parce que je vais créer aussi de l'anxiété chez moi. Et là, on voit de plus en plus que c'est des jeunes qui sont de plus en plus jeunes qui souffrent d'anxiété ou de stress parce que, justement, les parents ont beaucoup de pression. On est dans un monde de performance à outrance et là, on le voit même chez nos plus jeunes. Les jeunes devraient être ici maintenant et vivre dans le moment présent. Donc, dans le moment présent, je ne suis pas inquiète pour ce qui s'en vient. Je suis ici, je suis capable de contrôler mon environnement, mais même à ça, on vit beaucoup, beaucoup de stress. Et effectivement, il y a une partie qui va être, si mes parents étaient des gens très stressés, anxieux, de fortes chances que je le sois moi aussi, mais ce n'est pas une finalité. Il y a toujours une raison et une façon où on peut s'en sortir de ça quand on apprend à bien refaire un changement cognitif au niveau de notre cerveau. Oui, tout à fait. Ça m'amène sur ma dernière question que j'avais à ce sujet-là. Mais est-ce que vous suggérez de travailler sur le stress ou plutôt d'essayer de l'enrayer complètement? Est-ce que c'est plutôt de l'accepter? C'est drôle parce que là, en ce moment, j'écris un livre, ça s'appelle L'anxiété. Anxiété soit mon invité. Ce qu'il faut dire aux gens, c'est plus j'en ai peur et plus elle grandit. Plus je donne de l'importance au stress, plus le stress grandit. Ce que je dis aux gens, quand le stress est là, essayez pas de dire non, je suis pas stressé parce que le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève le mot « ne pas » puis il garde stress. Parce que ton cerveau te dit, si tu n'étais pas stressé, tu m'en parlerais pas. Fait que c'est parce que tu m'en parles que tu es stressé. Donc on dit, je suis pas stressé, je suis pas stressé. À la place... Ça augmente, en fait. Ça augmente. Il faut que je dise à mon cerveau ce que je veux et non pas ce que je veux pas. Ouais. Il faut donc que je dise à mon cerveau, OK, c'est correct, je suis calme, c'est un beau défi, c'est plaisant. Je suis en train de faire quelque chose que j'adore, j'aime le sport. Donc c'est pas du stress, c'est quelque chose de plaisant. Et voir à travers ça, non pas du stress et de l'anxiété, mais plutôt de l'excitation, d'être excité, d'avoir hâte et de dire, bien, peu importe ce que je ferai, je donnerai de mon mieux et les conséquences de ça vont être positives tant son temps que je reste fier et heureux de la performance que j'ai donnée. C'est juste ça. Bien, les sportifs qui nous écoutent, on les conseille pour progresser à ce sujet-là. Merci beaucoup, M. Guimont. Merci, Jasmin. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Pour une 4e saison, on est bien content de vous retrouver dans la chronique équipement. En collaboration avec le Trio Hockey, cette saison, nous aurons le plaisir encore une fois de travailler avec le spécialiste hockey Éric Dupont qui viendra nous présenter diverses nouveautés en matière d'équipement de hockey. On est très heureux d'être de retour cette année. On a plusieurs produits très excitants à présenter aux auditeurs.
Comme le hockey est en constante évolution, il n'y a rien de différent avec l'équipement. Nos fournisseurs nous surprennent régulièrement avec de nouveaux produits et puis ça va être très intéressant. Évidemment, ça s'applique au bâton de hockey, auquel tu viendras nous parler au cours des 2 prochaines semaines. Éric, je vais t'avouer, j'en tiens un présentement dans les mains, puis moi, ça m'impressionne à quel point cette pièce d'équipement évolue avec le temps. C'est vraiment surprenant l'évolution des bâtons au cours des 5 à 10 dernières années. À chaque année, ils deviennent de plus en plus légers, de plus en plus performants. Et puis, cette semaine, on va commencer avec le SuperTax AS1, qui repousse les limites de la performance cette saison. CCM a déterminé le positionnement idéal de la zone de flexibilité tout en améliorant la transition du chargement, ce qui génère plus de puissance. De plus, la nouvelle technologie X-Flow offre une bien meilleure sensation du manche grâce à une distribution des matériaux améliorée, ce qui le rend plus durable et réduit le poids de façon considérable. Voilà pourquoi nécessairement un joueur comme Connor McDavid, aussi talentueux qu'il est, utilise un bâton SuperTax AS1. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi maintenant du Bauer Supreme 2S Pro? On sait que c'est un bâton qui est très durable et très solide quand que le capitaine des Canadiens, Shea Weber, l'utilise. Il s'agit d'un bâton très polyvalent qui fait osciller la balance à 415 grammes dans le modèle senior. On parle ici d'une réduction de poids de 8 grammes comparativement au modèle précédent, le Supreme 1S. Le Supreme 2S Pro est muni d'une résine haute performance et d'un film de carbone de pointe. Si le lancer frappé est un de vos points forts, évidemment, c'est un bâton qui vous servira bien. Finalement, Éric, tu veux nous présenter un bâton qui est utilisé par plusieurs joueurs du Canadien, dont Brendan Gallagher, Thomas Tatar et Philippe Danault. Exact. Je vous présente le bâton, le Warrior Covert QR Edge, un fabricant qui revient maintenant à ses origines en présentant des bâtons performants, durables et avec un cosmétique fort intéressant. Sa technologie Quick Release rend le bâton plus facile à charger et plus explosif au moment de relâcher la rondelle, ce qui permet d'obtenir des tirs plus puissants et plus précis. Il est muni d'une fibre de carbone 12K ultra légère et sa technologie True One Phantom a été créée afin d'obtenir un bâton plus léger avec un point de flexion solide et progressif. Parfait, Éric. Maintenant, si on lève de quelques critères d'achat. C'est important, comme les patins, de bien choisir son bâton. C'est vraiment l'outil de travail qui est vraiment nécessaire pour tout joueur. Donc, bien choisir la rigidité. Auparavant, il y allait souvent avec des flex un petit peu trop rigides. Maintenant, les joueurs vont y aller avec des bâtons un petit peu moins rigides qui répondent mieux. La courbe. Les courbes ont beaucoup évolué depuis 5 ans. Donc, les plus jeunes joueurs, ils vont avec des courbes complètement différentes de ce que toi, probablement, tu utilisais dans la Ligue nationale. Et puis, la longueur. On vend des bâtons de 60 pouces ou d'autres de 64 pouces pour les joueurs qui sont plus grands. Super, merci beaucoup. C'est très intéressant. Évidemment, aujourd'hui, on vous a présenté 3 sortes de bâtons haut de gamme, mais il faut savoir aussi qu'il y en a pour de différents niveaux, pour les différentes qualités. On se retrouve, nous autres, la semaine prochaine pour une autre capsule concernant les bâtons. Après, on va regarder CCM, Bauer et Sherwood. C'est Steve Bernier des Islanders. Vous regardez Hockey le magazine à RDS. La chronique sur la glace est une présentation de Captorder, hygiène du sport. Captorder passe à l'action. Bonjour et bienvenue à une autre saison de chronique sur la glace. Cette année, tout au long de l'hiver, nous serons encore une fois accompagnés par des instructeurs de l'Académie de hockey Joël Bouchard, dont Ramzi Abid, Alexandre Jacques, Steve Brûlé, Martin Brochu. Et aujourd'hui, c'est Patrick Boileau qui brise la glace avec nous. Pat, le temps a bien changé dans la façon de jouer chez les défenseurs depuis nos années de hockey. Tu vas nous parler un petit peu de la nouvelle approche et la nouvelle façon de faire, la tendance qui se développe aujourd'hui. Oui, exactement. Ce qu'on réalise, des défenseurs comme Dan Kincaid, Victor Mété, des gars comme Riley du Canadien de Montréal, c'est des joueurs qui utilisent beaucoup cette technique du pivot avec les orteils en premier, ou ce qu'on peut dire un angle au porteur. L'objectif de cette technique, c'est d'enlever du temps et de l'espace à l'attaquant, tout en le gardant vers l'extérieur. Donc, c'est quelques exercices qu'on va pouvoir vous démontrer là-dessus. Parfait, on regarde ça tout de suite. Donc, Pat, avant de commencer nécessairement contre des attaquants, on va apprendre la technique comme il faut, comment est-ce qu'on approche un attaquant d'une situation 1 contre 1. Effectivement. Ce qu'on veut faire, on veut partir vraiment avec la base. On veut pas y aller puis mettre un joueur tout de suite dans une situation de 1 contre 1 puis que là, il perde confiance à ce moment-là. Donc, on va y aller avec un exercice simple. C'est le plus simple qu'on peut aller, mais on va vraiment bien démontrer la technique de ce côté-là. Fait que si on y va, les boys, on peut y aller. Let's go! Excellent, good.
Good. Parfait, OK, cool. Parfait. Excellent. Là, les trois, vous avez bien fait votre bâton, sauf que là, vous sortez, vous allez quand même large dans votre virage brusque. Parce que je veux voir, allongez votre bras. Je sais que vous êtes des gauchers. Allonge ton bras, mais hop, reste plus serré dans ton virage pour pas être déporté vers l'extérieur. OK, on y retourne, let's go. Un peu plus vite. Plus vite. Excellent. Reste plus serré. Good. Reste plus serré. Excellent. Non. C'est quoi l'erreur la plus commune qu'on peut voir d'un exercice Les comme erreurs ça? les plus communes qu'on va voir, c'est que moi, j'appelle ça un peu la barrière. À ce moment-là, le défenseur, il oublie de mettre son bâton. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que le défenseur arriverait ici, il ferait son virage, mais il garde le bâton ici, ce qui ouvre le centre pour l'attaquant. Maintenant, on va faire la même chose, mais ce que je vais vous demander, c'est d'effectuer un pivot à la sortie. Fait que je veux vraiment que tu fais ton virage brusque. Maintenant, c'est comme si ton gap avec l'attaquant il est moins bon. Tu vas exécuter un pivot tout de suite par la suite. OK? On y retourne, let's go. Virage, pivot. Excellent. Pivot. Maintenant, pour cet exercice-là, on a emmené des attaquants pour avoir un peu plus concret ce qu'on peut voir dans cette situation d'approche. Exact. Tantôt, on l'a fait vraiment de la façon la plus simple possible. Mais là, maintenant, on va l'amener. C'est encore simple. Parce que c'est une situation qui est quand même assez évidente pour le défenseur. Quand l'attaquant reçoit la rondelle là, c'est quand même assez évident de s'en venir en angle au porteur. Mais on va y aller avec ça pour qu'il fasse de la bonne façon. Parfait. Donc, on y va. On peut y aller. Let's go. OK, stop. Stop, 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 stop. Juste de faire attention, Lady. Là, on l'a vu ici. Moi, j'appelle ça un peu ta barrière. Fait que ton bâton doit fermer le centre. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, tu es gaucher, tu es parti, puis tu avais ton bâton ici. Si l'attaquant lit bien le jeu, ce qui va arriver, il va tout de suite venir prendre le centre. Fait qu'on veut vraiment pas donner le milieu de la glace. Fait qu'on y retourne. Let's go. Hop! Regarde à l'extérieur. Excellent. Excellent. Ça, c'est parfait. Reste en dessous de la corde. Ferme ton gap le plus rapidement possible. Go! Ferme le gap. Good job. Excellent. Pour cette troisième phase d'exercice, là, maintenant, on augmente le niveau de difficulté pour nos défenseurs. On les met dans le trouble un petit peu plus. Oui, exactement. On va faire partir l'attaquant à partir de la ligne de ringuette. Le défenseur va partir sur le point de mise au jeu. Lorsque je vais dire go, l'attaquant va faire le tour du point de mise au jeu. Défenseur, on va le faire reculer. Donc, il va avoir une mauvaise distance entre lui et l'attaquant. Et là, il doit fermer son gap et utiliser la technique des orteils en premier à ce moment-là, langue au porteur. Let's go! Reste en mouvement. Parfait. Viens vers le milieu. Excellent. Un bâton. Excellent. Reste vers l'avant. Parfait. Excellent. Très bien exécuté, ça. C'est parfait. Good. OK, stop. Là, Denis, là, j'aime ce que je viens de voir. Là, je m'excuse, mais là, ce qui est arrivé, il a vraiment gardé les orteils vers la bande. Il est allé vraiment vers le joueur et c'est là que la plus grosse erreur va arriver. Cette technique-là est extrêmement dangereuse. Quand c'est bien exécuté, c'est facile, on regarde ça. Mais quand on fait une erreur, puis que nos orteils, ce qui est arrivé, c'est que tes orteils sont restés vers le joueur, puis là, il t'a tourné ça vers le milieu, tu n'as pas capable d'exécuter ton pivot. Fait que c'est important de tout le temps tourner les orteils vers le fond pour que quand tu exécutes ton pivot, tu es capable de revenir vers le milieu. Et c'est important de se faire confiance aussi. Avoir confiance en son patin et à sa vitesse, d'être capable d'amener le joueur-là et nécessairement pas l'attaquer trop vite et de peur nécessairement de se faire battre. Exactement. Donc, on veut vraiment, comme on l'a dit, l'objectif, garde-le à l'extérieur. Garde-le à l'extérieur. Super, merci. C'est toujours intéressant, Pat. Parfait. Et nous, on se retrouve bien la semaine prochaine. La semaine prochaine, à Hockey Magazine, je vais s'entraîner avec Joël Bouchard. On va découvrir son parcours au hockey mineur. On va aussi parler de Midget 3 avec l'entraîneur-chef des Riverains du Collège Charlemagne, Danny Groux, en plus de parler d'une journée de perfectionnement des entraîneurs qui a eu lieu au début du mois d'octobre. Je reviens aussi avec ma chronique équipement et je m'entretiens avec Steve Brûlé pour une autre capsule sur la glace. À la semaine prochaine. Hockey le magazine vous a été présenté en collaboration avec Hockey Québec, le leader du développement et de l'encadrement du hockey au Québec.